Je vais essayer d'être clair et excuser par avance les petites improvisations liées à la synchro des images, etc. Bon, on va voir, hein, on va faire pour le mieux. Alors, quand au milieu des années 90-1900 du siècle dernier, j'ai commencé à m'intéresser au lien entre l'art et le sport, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas foule sur ce terrain de recherche. La raison principale en est, me semble-t-il, que l'idée qu'on se faisait alors de la culture reposait sur une séparation assez nette. D'un côté, la culture savante, dont l'art évidemment relevait, et de l'autre, la culture populaire, vaste domaine aux contours incertains, où le sport avait tout aussi évidemment sa place. Si chacun avance dans la vie doté d'une culture, et je pense que cette constatation ne souffre pas d'exception, la mienne de culture, dès l'enfance, accordait une large place aux manifestations sportives. Certes, moi, en tant que pratiquant, ma carrière de footballeur, par exemple, s'est arrêtée au niveau de la réserve d'une équipe de 2e division de district, on ne rit pas, que comme spectateur. Les matchs de foot, donc, les critériums cyclistes, et aussi parfois les tournois de lutte bretonne. C'était en Bretagne, donc, à la campagne, au tournant des années 60 et 70. Puis, au fil des études, j'ai acquis un peu de culture littéraire et artistique, un peu de culture savante, donc. Et toutefois, et contre la tendance dominante, j'ai toujours considéré que ces deux aspects de mon goût et de mon savoir n'avaient pas à être séparés, encore moins opposés. En effet, si le niveau et la qualité d'une culture s'évaluent à l'aune de l'érudition qu'elle suscite, alors on doit conclure que le football et le rock, par exemple, peuvent prétendre au même statut culturel que l'art grec ou la musique dodécaphonique. C'est sur cette conviction que j'ai travaillé, dans les années 80, à une anthologie du football dans la littérature, qui n'a pas été publiée. Au début des années 90, alors que je consacrais une bonne partie de mon temps à la critique d'art, je remarquais que plusieurs artistes avec lesquels je travaillais, auxquels je m'intéressais, que je défendais, faisaient du sport un motif récurrent de leur travail. Qu'il s'agisse de Pascal Rivet, de Roderick Buchanan ou de Jacques Julien. Ce constat allait déboucher en 1998 sur un article paru dans Art Press et intitulé « Le terrain des sports ». La recherche était lancée, elle se poursuit aujourd'hui. Il convient cependant d'insister sur le fait que mon intérêt pour ce sujet ne relève en rien de la bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée en soi, encore moins d'une volonté d'approche thématique ou illustrative. Rien à voir avec ces ouvrages qui paraissent régulièrement et où l'art sert d'iconographie à des études sur la nourriture, la guerre, l'érotisme, que sais-je. Ma question est simple. Comment se fait-il qu'un nombre toujours croissant d'artistes s'intéressent au sport au point d'en faire, pour certains, l'un des axes majeurs de l'élaboration de leur œuvre? C'est à cette question que je vais essayer de répondre en m'appuyant sur les expositions que j'ai organisées et les textes qui les ont accompagnés. J'ai annoncé le titre, c'est l'histoire d'une recherche. En 2000, sur l'invitation de Dominique Marchès, le Centre d'art de Vassivière m'invite et je rassemble là une vingtaine d'artistes
sous le titre « La beauté du geste, l'art, le sport, etc. ». Et après l'article d'Art Press, s'agissait pour moi de présenter de visu un premier panorama d'œuvres, entre autres des pièces de Pascal Rivet, de Roddy Buchanan, de Jacques Julien, Richard Foguet, etc. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Autour de cette question posée plus haut et que j'allais tenter de formuler de manière plus théorique et plus systématique dans l'ouvrage La beauté du geste, qui, comme Fiona vous l'a dit, est paru en 2005 aux éditions du Regard. Les raisons pour lesquelles tant d'artistes s'intéressent au sport sont nombreuses. Et pour la plupart sont toujours les mêmes aujourd'hui, je pense. Mais la première, et sans doute la principale, est que le sport, depuis la fin du XXe siècle, un peu avant, mais surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, occupe une place gigantesque de la réalité sociale, de la réalité économique, de la réalité médiatique. C'est un véritable fond d'écran, impossible à ignorer. Si vous ignorez le sport, eh bien, sachez que le sport, lui, ne vous ignore pas. Toute proportion gardée, et sans faire des rapprochements trop intempestifs, le sport, dans les sociétés modernes, fournit autant de ferveur, de rituels et de croyances, de fanatisme parfois, que les religions. Partant, les artistes, qui sont toujours les reflets de leur époque, ne pouvaient que croiser ce fait social total, pour reprendre le mot de Marcel Mauss. Par ailleurs, et c'est l'objet de mes observations, le sport fournit à l'art un incroyable réservoir de formes, des exemples de problématiques identitaires et aussi un regard politique sur le monde. C'est un peu les trois raisons que je vais développer à l'instant. Alors, un réservoir de formes. Je prends mon PowerPoint, voilà. Un réservoir de formes. Alors, les formes du sport, le matériel, les accessoires, les buts de hand, de foot, les ballons, les prises de grimpe, etc., ont été très largement utilisés par les artistes, soit tels quels, c'est-à-dire comme ready-made, soit des ready-made aidés, comme aurait dit Duchamp. Là, par exemple, Jacques Julien et son traitement des paniers de basket ou des combis. Là aussi, les ballons de Laurent Perbos, Laurent qui vous en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Ici, son plus long ballon du monde, merveilleux objet. Également, les coupes XXL de Lilian Bourgeat. Je ne vois pas, moi. Vous voyez les images? Non, on ne voit pas les images. Vous les voyez? Là, elles arrivent. Donc, il y a Jacques Julien. Oui, Julien. Laurent Perbos. La suivante, s'il vous plaît. Laurent Perbos, oui. La suivante, s'il vous plaît. La technique, faut... Monsieur Huitorel, est-ce que vous pouvez dire suivante parce qu'on ne l'entend pas? Okay. Alors, suivante, Lilian Bourgeat. Ça marche? Parfait. Suivante, Bianca Argimon et son baby-foot, ça c'est beaucoup plus récent. Son baby-foot où les joueurs sont au sol et simulent, comme trop souvent dans les matchs de foot actuels. C'est une très jolie pièce qui est exposée actuellement au McVal. Suivant, alors, je croyais que j'avais, oui bon, c'est pas grave. Même chose pour les peintres, suivant Raoul de Keyser. Ce grand peintre belge de Keyser a joué beaucoup sur le lien art abstrait, art figuratif, en construisant ses tableaux à partir des lignes des marques blanches sur les terrains de football. C'est une œuvre absolument magnifique. Suivante, Richard Foguet et sa table de ping-pong en hommage à Nuit Bridge ou Marais, et où les trajectoires de balles sont matérialisées par des balles précisément. Également, suivante,
les skates de Bruno Penado, où là aussi on joue sur le lien entre les cultures, puisque d'un côté vous avez la forme et l'iconographie des skates, et de l'autre une matière tirée des arts appliqués, puisque c'est de la faïence. Mes diapos sont un peu dans le désordre. Suivante, Delphine Reist, là aussi une pièce assez récente, 3 sacs de sport, donc apparemment des ready-made, posés bleu, blanc, rouge, ça c'est déjà moins ready-made, quoique, et si vous vous en approchez, vous entendez tic-tac, tic-tac, voilà. Alors, ces exemples, la plupart d'entre eux en tout cas, se réfèrent à ce qu'on pourrait appeler une stratégie du détournement. Détournement à des fins diverses, hein, l'émerveillement, pourquoi pas, mais aussi détournement humoristique, ironique, critique, etc. Je vous l'ai dit aussi, le sport fournit à l'art des prétextes à l'élaboration de mythologies personnelles ou collectives. Si le sport a fourni à l'art des formes, il a aussi fourni, pour reprendre l'expression d'Arat Zeman, des attitudes. Et par exemple, suivante, Pascal Rivet, dans des vidéos merveilleuses de joyeuseté, de justesse, n'a pas son pareil pour concevoir des autoportraits en stars du sport. C'est un imitateur hors pair. Ici, vous voyez Marco Pantani, le coureur italien. Ici, suivante, vous voyez Cantona, etc. Et il a même posé en Mary Pierce. Je suis désolé, je n'ai pas la photo. Suivante, Roddy Buchanan, artiste écossais de Glasgow, a réalisé à la fin des années 90, il continue à travailler sur le sujet, hein, mais je voulais vous montrer cet exemple, Chasing 1000, où c'est une petite vidéo qui dure quand même 90 minutes, où 2 joueurs échangent des têtes, donc geste footballistique par excellence, mais en tenue de basket sur un parquet de basket à New York. Et à chaque fois que la balle tombe, ballon de basket, le compteur se remet à 0. Au bout de 90 minutes, il y a 1000 têtes d'échangées. Je n'arrive pas à savoir comment. Voilà, là aussi, superposition de 2 cultures sportives, mais aussi de 2 cultures tout court, l'américaine et l'européenne. Les suivantes sont des œuvres de Roddy Buchanan, mais je voudrais aller un peu plus loin. Suivante, Maurizio Cattelan. Vous la voyez? Oui. Oui, on la voit. Ok. Alors, bon, une remarque avant de vous dire un mot des positionnements politiques. Je crois qu'on se tromperait à penser que le regard des artistes sur le sport serait fatalement nourri d'une critique acerbe de cet univers. Nombreux d'entre eux pratiquent le sport, le regardent, s'en émeuvent, s'en émerveillent, et cela, évidemment, sans la moindre naïveté. Bon, d'autres, cependant, soit en dénoncent les dérives, soit en pointent les travers et ridicules. Cette pièce est l'une des premières réalisées par celui qui est devenu une star mondiale, Maurizio Cattelan. Elle s'intitule Asse forniture et sud versus Cesena. Elle date de 1991 et vous y voyez un baby-foot à 22 joueurs sur lequel s'affrontent 2 équipes. À droite, une équipe blanche, si je puis dire, de joueurs italiens de division régionale. En face, une équipe de jeunes noirs, travailleurs immigrés réellement, sans papier. Et sur le maillot des joueurs noirs est floqué, comme aujourd'hui le flocage des sponsors, cette injonction terrible de sinistre mémoire, Raus. Je crois que ça se passe de tout commentaire. Suivante. Deuxième exemple d'un positionnement politique d'un artiste vis-à-vis du milieu du sport. Il s'agit d'une image, parce que c'était une performance
et l'auteur, l'artiste suisse Gianni Motti, ne souhaite généralement pas garder de traces de ces interventions, mais cette image existe, elle est mauvaise, regardez-la bien quand même. Au milieu du public de Roland-Garros, lors de la demi-finale de 2004, excusez-moi, l'artiste suisse s'est immiscé dans le carré VIP, revêtu de la tenue des prisonniers d'Abu Ghraib, avec un sac sur la tête. Inutile de vous dire que la plaisanterie n'a pas duré longtemps. Voilà ce qui ressortait à gros traits de ce premier stade, sans jeu de mots, de la recherche au tournant des années 90-2000. Toutefois, je posais déjà cette thèse que, à mon avis, le sport dit autant, sinon davantage, de l'art que l'art ne dit du sport. J'y reviendrai en conclusion de mon intervention. Alors, en 2011, deuxième étape, dans la perspective des JOP de Londres, je regarde ma montre pour être dans les temps, le musée des Beaux-Arts de Calais et sa directrice, Barbara Forrest, m'ont invité à concevoir une expo que je voulais en lien avec la tradition de la boxe qui est propre à cette région. Et en détournant la phrase célèbre de Pierre Bourdieu, « La sociologie est un sport de combat », j'avais intitulé l'exposition « L'art est un sport de combat ». Et je souhaitais aborder par là les questions de l'art et du sport, évidemment, mais les questions de la tension et du genre. Alors, en poursuivant ma réflexion sur la nature comparée des gestes sportifs et artistiques, je faisais le constat qu'il n'est pas d'œuvre d'art sans une tension particulière qui la fonde et qui la structure. Aussi, je n'y montrais pas seulement des pièces en référence directe au sport, mais également des œuvres qui se jouaient où se jouaient des process de tension, souvent à la limite de la rupture, des œuvres de Fabrice Gigi, par exemple, ou de Steven Parino, ou de Nicolas Chandon. Et évidemment, l'ombre tutélaire de cette approche était Rodin, évidemment, et son ensemble, dit les bourgeois de Calais, qui préfigurait magistralement, me semble-t-il, cette double caractéristique de l'art, qui est l'alliance de la pensée et d'une certaine présence physique. Toutefois, l'un des points marquants de cette exposition fut, dans le cadre des représentations agonistiques, l'importance des artistes femmes et de leurs œuvres liées à la boxe, le plus souvent des vidéos. J'y ai montré, par exemple, suivante, la vidéo de Salatika qui s'intitule Power. Salatika est une artiste finlandaise et Power est une pièce qui date de la fin des années 90 et qui montre l'artiste combattant en boxant, mais pas sur un ring, sur un carré blanc, contre un sparring partner qui est évidemment là sur l'image beaucoup plus puissant qu'elle. Elle combat remarquablement, elle a appris la boxe, ça se voit, en tenue masculine, c'est-à-dire torse nu, contre ce sparring partner en t-shirt. Et le tout sur la musique de Rocky. C'est sublime d'intensité, de beauté. Ça pose aussi des questions, évidemment, c'est le but de la place de la femme dans la relation au sens large, dans la relation à l'autre, aux hommes, à la puissance, à la violence. Bref, pour moi, je tiens cette vidéo pour l'une des pièces les plus fortes que j'ai croisées dans ce long trajet entre art et sport. Suivante, c'est Vibeke Thunberg, c'est une artiste finlandaise aussi, me semble-t-il, qui se dédouble dans un combat de boxe contre elle-même et contre ses propres certitudes. Suivante,
Zuzanna Janin, une artiste polonaise que je vais à nouveau exposer bientôt dans cette vidéo qui s'appelle Fight, dont je vous montre juste 2 images. Elle s'est initiée à la boxe, Zuzanna Janin, pour affronter dans un combat prudent, évidemment, le champion de Pologne poids lourd, j'ai oublié le nom. C'est un film très beau, sur le blanc, avec des contrepoints rouges, des gants et parfois d'une goutte de sang qui provient d'un choc. Voilà. Et un autre film, et je m'arrêterai là pour cette exposition et cette approche en tout cas, dans l'exposition était le prétexte, qui s'appelle Fortuna Berlin de l'artiste suisse Donatella Bernardi, qui racontait l'histoire d'une chanteuse d'opéra qui vient faire pour une audition à Berlin et qui est logée chez une boxeuse de boxe hard qui rentre après un chaos très violent. Voilà. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, il est une entrée commune à l'art et au sport que je n'avais pas à cette époque encore abordée, c'est celle du jeu. Voilà, c'était gros comme le nez sur la figure et occasion allait m'en être donnée puisque je suis invité en 2016 à concevoir une exposition et une publication sur le campus de HEC à Jouy-en-Josas, invité par Anne-Valérie Delval de l'espace d'art contemporain HEC qui existait à l'époque. Cette exposition, je l'ai intitulée « Une forme olympique sur l'art, le sport, le jeu ». Alors, à l'origine de cette exposition, de cette réflexion, il y a trois ouvrages, beaucoup d'autres, mais 3 en particulier, qui m'ont marqué. L'ouvrage de Johan Huizinga Homo Ludens, fondamental et fondateur, celui de Roger Caillois, les jeux et les hommes, et puis, non moins important, celui de l'anthropologue Robert Tamayon, ce livre qui s'appelle Jouer. Et ces 3 ouvrages, et le dernier en particulier, allaient renforcer chez moi la dimension anthropologique de ma recherche, non seulement sur les liens de l'art et du sport, mais sur l'art en général. Parce que je suis de plus en plus convaincu que l'art ne saurait s'envisager comme une bulle autonome et qu'au contraire, il n'existe à mes yeux que comme l'émanation du contexte, comme le versant symbolique des sociétés au sein desquelles il se constitue. Et c'est sur ce critère que j'ai invité quelques artistes pour cette exposition, une forme olympique, dont Éric Giraudet de Bout-de-Manche, et aussi Documentation Céline Duval. Mais Éric Giraudet de Bout-de-Manche avait produit pour l'exposition une pièce qui s'inspirait des jeux de balles des Mayas, des jeux rituels sacrés donc. Les Mayas, comme vous le savez, sont les découvreurs du caoutchouc, et les jeux de balles avaient une importance majeure. Et cette pièce suivante, vous la voyez, Éric Giraudet de Bout-de-Manche, était vraiment une très très belle pièce. Et l'autre image, la dernière, suivante, donc, c'est celle de Documentation Céline Duval, qui va chercher dans la photographie anonyme et amateur des images qu'elle remet en forme et en scène, pas en forme d'ailleurs, parce qu'elle ne les transforme pas, mais en scène en tout cas, dans un travail qui est, à mes yeux, aussi très très important. Le jeu, donc, entendu comme un composé de règles et de libre invention, si, comme l'affirme Huizinga, il préexiste à la civilisation, fournit également à l'art, autant qu'au sport, cette double injonction qui est à la base de leur pratique, le cadre et la créativité.
En 1999, j'avais écrit un livre qui allait donner lieu à une exposition et qui s'appelait, et s'appelle toujours, Les règles du jeu, le peintre et la contrainte. C'était un hommage à Georges Perec, qui mieux que quiconque, à mes yeux, sut mettre en œuvre ce nouveau traité de la servitude volontaire, c'est-à-dire créer à partir des contraintes. J'y prenais en exemple les œuvres de Romano Palca, de François Morellet, de Jean-François Dubreuil, de Bernard Fifaretti, entre autres. Les règles du jeu, appliquées à l'art comme au sport, produisent dans leur respect comme dans leur transgression des gestes, des expériences et des œuvres extrêmement fécondes. Reste à présent à réunir toutes ces pistes dans l'exposition que je prépare pour le printemps 2024, une des expositions que je prépare pour le printemps 2024, elle s'intitule Olympique au pluriel, et elle se tiendra à Marseille, au FRAC, au MUSEM et au MAC. Alors, pour conclure, rapidement, je dirais que le sport, et je le pense de plus en plus, dit autant sinon davantage de l'art que l'art du sport. Certes, les artistes portent sur le phénomène sportif un regard singulier, souvent différent de celui du grand public, mais au fond, ce regard ne dit pas, en termes de contenu, ne dit pas grand-chose de plus que ce que disent, je ne sais pas, les écrivains, les journalistes, les sociologues, les philosophes, les anthropologues, les psychologues ou les sportifs. Simplement, et c'est là la spécificité de l'art, il le dit autrement, d'une manière qui lui est propre et qui est essentielle à la lecture et à la compréhension du monde. Et c'est cette manière, plus qu'un supposé message, qui à mes yeux importe. En revanche, le sport, même s'il ne le sait pas, dit beaucoup de l'art. Il lui fournit 1000 occasions de s'interroger sur sa nature et sur ses attendus, sur sa définition, qui sait. Le sport permet en particulier aux artistes de s'interroger sur les limites entre l'art et le réel, sur ce fil rouge au-deçà duquel on se trouve encore dans le domaine de la représentation symbolique et au-delà duquel on bascule dans la réalité première. Et l'œuvre de Gilles Mahé, intitulée « Gilles Mahé joue au golf en pensant à Rudy Ricciotti », en constitue à mes yeux le parfait exemple. J'en parlerai de cette œuvre majeure le 29 octobre prochain sur le golfe de Lancieux, près de Dinard. Je vous y invite chaleureusement et je vous remercie. Merci vraiment Jean-Marc Huitorel, et je pense qu'on a tous très envie de venir à Marseille voir vos expositions bientôt, donc ça sera une magnifique découverte, et quand on viendra voir vos expositions, on sera déjà plus éclairé sur cette relation art et sport, donc on aura un œil plus attentif sur votre commissariat. On vous remercie 1000 fois et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Beaucoup. Et on vous a très bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis artiste contemporain. On me spécialise un peu dans le sport, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le sport, c'est parce qu'en fait, ça intéresse les gens. Et depuis mon cursus à l'école des Beaux-Arts, j'ai développé toute une pratique artistique autour de la culture populaire. J'ai d'abord fait... je me suis exercé à la peinture et je reprenais des images de l'iconographie pop que je reproduisais. Et progressivement, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la matière. Je suis passé à la sculpture et ensuite, j'ai voulu attirer le spectateur dans mes œuvres. C'est pour ça que j'ai créé des œuvres qui sont à caractère interactif, même si elles ne le sont pas. Et progressivement, tout ça m'a amené à vouloir
exclure ou aller chercher d'autres territoires. Et c'est pour ça que progressivement, certaines de mes pièces, et vous allez le voir, quittent le champ de la galerie pour aller investir d'autres espaces que celui des espaces publics. Alors, d'une manière générale, et ça c'est un principe assez simple de fabrication d'une œuvre d'art, c'est qu'on va utiliser un objet qui existe déjà et on va en déformer une caractéristique comme le poids, la taille ou la couleur, pour que cet objet métamorphosé par les gestes de l'art puisse être restitué au public, mais en gardant sa forme, pas vraiment sa forme, mais enfin bref, il se passe un bouleversement qui crée quelque chose d'insolite, hors norme, et peut être défini comme étant de l'art. Donc ici, on voit une cible qu'on connaît tous, et j'ai inversé un peu les règles du jeu, c'est-à-dire que j'ai avancé le centre de la cible pour que la fléchette atteigne plus vite son but, ce qui rend le jeu caduque, mais existe cette forme. Après, comme le disait Jean-Marc également, moi, par mes œuvres, je pose des questions. Je n'y réponds pas forcément. C'est-à-dire qu'après viennent d'autres personnes, d'autres professions sociologiques ou philosophiques ou politiques qui vont poser des questions. Là, ici, ou des réponses aux œuvres que je présente. Ici, on voit toute une série, enfin, on commence par celle-ci, de tables de ping-pong que je vais déformer. Je déforme. Alors là, le fait de la suspendre fait que la suspension crée cette déformation. Et une table de ping-pong, c'est un objet qui est un peu sculptural en soi déjà. C'est-à-dire qu'il est assez complexe et il est difficile d'imaginer qu'on puisse faire quelque chose avec. Mais une fois qu'on en a déformé une première, en fait, tout s'enchaîne assez simplement et puis on peut vite en créer d'innombrables. Ici, par exemple, l'entrée de la galerie se passait à la droite de l'image, ce qui faisait que les gens étaient confrontés, la première vision qu'ils avaient, à une piste d'athlétisme et qui après se transformait en table de ping-pong. Certains se sont exercés à suivre la piste d'athlétisme et se retrouver debout sur la table, et donc en fait ils faisaient un peu machine arrière. Là ici, la table de ping-pong comme matrice et qui vient accueillir d'autres espaces de jeu, comme le skate d'un côté et le basket de l'autre. On ne le voit pas là-bas. Et l'idée, c'est quand même aussi de créer des sculptures avant tout. Ces espaces-là ne sont pas praticables en soi. Quoique, ensuite, je m'essaye à essayer de les basculer dans l'espace public pour qu'ils deviennent praticables. D'ailleurs, un élu m'avait dit « mais c'est exactement ces espaces de jeu-là dont on a besoin, c'est-à-dire qu'ils économisent de la place et ils concentrent 3 ou 4 pratiques sportives, au lieu d'une seule table de ping-pong qui va intéresser que 2 personnes. Encore faut-il avoir les raquettes et la balle. » Une table de ping-pong qui se referme sur elle-même et qui crée une relation un peu plus étroite ou un dialogue entre les 2 joueurs. C'est une pièce que j'ai imaginée pour aller dans l'espace, parce que dans l'espace, il n'y a plus de haut, de bas, il n'y a plus d'apesanteur, et du coup, on peut... Alors si quelqu'un a le 06 de Besson, on peut déjà l'intégrer dans un film, et après on verra. Alors, une pièce un peu, on va dire, charnière dans mon œuvre. Donc c'est un ballon de foot. C'est pareil que les tables de ping-pong. Il est compliqué d'imaginer qu'on puisse faire autre chose avec cette forme-là. En plus, la forme sphérique est une forme qui renferme en elle un peu toutes les choses. Là, je l'ai mise au carré et ça donne cet objet. Donc c'est un réel ballon qui se gonfle, qui est en cuir. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin, et c'est là où est né le plus long ballon du monde, qui atteint aujourd'hui la taille de 2,55 m. Alors pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire que le premier a été créé en 2003, pardon, et il a été présenté lors des expositions que Jean-Marc présentait tout à l'heure. Et il a été vendu, et du coup j'ai été dépossédé de mon record du monde.
Donc ça ne m'a pas plu. Et du coup, je me suis dit, mais un record, en fait, c'est juste un moment T dans le temps pour la course, ou une étape qui est sans cesse franchie, sans cesse battue. Et donc, je me suis dit, je vais créer un autre record du monde, légèrement plus long. Et voilà, celui-ci a été aussi créé en 2006. Il a été également donc acheté. Donc moi, j'ai créé le plus long ballon du monde 2012, je crois. Bon, enfin bref, etc. Et là, on est au 4e ballon, je crois qu'il fait 2,55 m. Donc voilà. À savoir que le collectionneur acquiert le plus long ballon du monde de l'année à laquelle il a été créé. Je reviens sur cette pièce. Oui, alors cette pièce a été un peu la fin d'une étape autour de ces objets du sport. Pourquoi ? Parce que on consomme ces œuvres, donc l'image de cette œuvre, puisque là, mais l'œuvre en elle-même, en fait, ça fonctionne comme une image et on la consomme, c'est-à-dire qu'en fait, on voit d'où la source, c'est-à-dire le ballon de foot, et potentiellement ce qui véhicule derrière, mais on ne va pas plus loin. C'est une œuvre qui ne laisse pas, qui ne fait pas place aux évocations, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir est-ce que ça traite du dopage, est-ce que ça traite de telle et telle chose. On la consomme comme telle et on dit tiens, c'est drôle, entre guillemets, et on passe à autre chose. Et en fait, je voulais plus, dans mes œuvres, capter l'attention du spectateur, mais le tenir dans une espèce d'attente comme ça, où il se pose la question de ce qu'il est en train de voir et qu'il fasse appel à des choses qui sont propres à sa culture ou à ses émotions, et du coup qu'il essaye de comprendre. Et donc je suis allé vers des terrains un peu plus poétiques, mais que je ne présenterai pas là, puisque ce n'est pas le sujet, et là on est plutôt dans le sport. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai basculé sur d'autres types de pièces, et aussi ce type d'œuvre, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc je continue, pardon. Ah oui, ce type d'œuvre peut très bien être fait par les infographistes, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de créer réellement l'œuvre pour qu'elle existe en tant qu'image. Donc là, une œuvre qui a été créée en 2005 à la faculté d'Aix-en-Provence et qui a été rejouée notamment sur les marches de la BNF pour la Nuit Blanche en 2021 et qu'on a rejoué il y a 2 jours de ça, qui a été présenté hier à Beaugrenelle, mais on va y venir tout à l'heure, en collaboration avec Jérémy Nassir de Trajectoire Studio, qui a bien fait venir nous rejoindre aujourd'hui. Des objets du sport modifiés, donc là des doubles moyeux, qui prend la forme en accumulation d'un mobile, qui reprend un peu les couleurs comme ça de Mondrian. Toutes ces pièces-là que vous voyez, mais je ne m'y étends pas, questionnent la peinture. Celle-ci, le rapport à la peinture et au rapport Mondrian, à l'abstraction. Celle-ci, à la peinture, les couleurs de l'arc-en-ciel, je vous le fais rapidement. L'accrochage au mur, les couleurs de l'arc-en-ciel étant toutes les couleurs. Avec toutes les couleurs, on peut faire tous les tableaux, et donc une représentation des caractéristiques de ce que peut être une peinture, et l'accrochage au mur, qui fait sens en tant que peinture. Après, hop, on bascule dans la forme sculpturale. Toutes les couleurs, c'est aussi l'absence de couleurs, puisqu'on n'en choisit pas une en particulier, mais on les prend tous. Et ces formes géométriques comme la sphère, le cube, la pyramide, sont des formes géométriques de référence. C'est-à-dire qu'un dé fait penser à un cube, mais un cube fait penser qu'à un cube. Et donc, on ne peut pas aller plus loin dans la réflexion. Donc, l'absence de couleurs et l'absence de forme. Mais néanmoins, il y a quand même des couleurs et des formes. Mais c'est pour ne pas réfléchir à autre chose que ça et produire quand même des formes. Je ne sais pas si je suis très clair. La beauté et le geste. Donc, aussi en référence à le livre de Jean-Marc. Donc là, la beauté, c'est la Vénus de Milo, une déesse de la beauté. Et
je viens lui doter de bras, elle fait un service, et donc le geste, et aussi on associe souvent dans les commentaires sportifs la beauté du geste. Ou est-ce que ce geste sportif n'est pas de l'art? C'est les questions qu'on pose. Donc voilà. Continue. Donc pareil, on revisite la sculpture antique, et là, je la dote d'un revêtement en ballon de basket. Julien de Médicis donc devient un objet hybride comme ça entre ballon de basket et sculpture antique. Il faut savoir que sur les objets modifiés, c'est quelque chose qui est qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire de l'art. On modifie un objet et hop, c'est d'autres rapports au monde qui... Là, on retrouve le terrain de tennis sur les marges de la BNF, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, c'est la pièce dont je parlais tout à l'heure sur Brogonel, qui est toute nouvelle, c'est pour ça que j'ai fait un plaisir de la présenter. Donc en collaboration avec Trajectoire Studio, Jérémy Nassir. Et du coup, on a, quand l'atrium de ce centre commercial, on est allé visiter ce centre commercial et on a vu cet atrium, il était évident de pouvoir déplacer l'œuvre qui se déplace dans un premier temps d'un complexe sportif et ensuite qui va sur les marges de la BNF, et ensuite on le déplace. Et là, la verticalité de ce lieu a fait que le terrain se dresse. C'est un peu comme s'il y avait un courant d'air qui était rentré dans le centre commercial et qui avait vu ce terrain un peu s'envoler. Donc la vue d'en bas. Alors il est aux 3/4. Alors d'un côté, pardon, il y a le terrain de tennis et de l'autre côté, le terrain de basket. Et on a voulu créer une continuité également qui va jusqu'au au niveau -1 et continuer le terrain pour offrir aussi une place un peu plus, on va dire, interactive. Et là, les gens vont pouvoir venir jouer lors d'événements où vous êtes conviés, notamment samedi, demain, à venir se confronter à des professionnels du basket. Donc là, on voit... Cette installation, elle va durer combien de temps? C'est 1 mois. 1 mois. Alors, je reviens sur les commandes publiques, parce que là, on va rentrer dans l'espace public et les œuvres que j'ai réalisées dans l'espace public. Peut-être que ça, c'est une prémisse au terrain de tennis que vous avez vu plus tôt. C'est une piste d'athlétisme qui, à l'échelle, aux dimensions réelles, qui est posée comme revêtement sur toute la superficie du lieu, qui est une maison de quartier à Marseille. Et donc, on retrouve tout au long du bâtiment, dans la déambulation du bâtiment, on retrouve au sol ces lignes-là. Tantôt, on bascule dans un tableau astré, et si on va à l'extérieur, on comprend qu'en fait, on est sur une piste d'athlétisme. C'est comme si le bâtiment avait été créé sur une piste d'athlétisme qui existait auparavant. Donc Nantes a été évoquée, effectivement, c'est une ville très attractive pour le tourisme et pour l'art, puisqu'elle a créé avec sa ligne verte une déambulation dans la ville où on parcourt d'œuvres d'art. Et Jean Blaise m'a invité à créer un ping-pong park, donc une série de plusieurs œuvres qui se déploient sur l'île de Nantes, et on passe d'une table à une autre. Donc celle-ci rejoue un peu la table cylindrique, mais s'appelle loop. Celle-ci puzzle, donc c'est une forme comme une mosaïque un peu, et toujours on reproduit sans cesse la même forme, et elle s'agglutine en fait, elle se rejoue, et on peut avoir différentes façons de jouer. À la verticale et à l'horizontale, les jeux se coupent. Ici, la table est sectionnée dans sa longueur et une partie est affaissée
Et du coup, elle devient la tribune pour regarder la table qui restait initialement en place. Et celle-ci est une autre table de jeu en arc de cercle qui pose la question de l'enfant, également dans l'espace urbain. Et en fait, la table de ping-pong n'est pas du tout adaptée à des petites tailles, donc des enfants. Et du coup, j'ai voulu une intégration à différents niveaux. C'est-à-dire que bon, ben voilà, si on mesure 75 cm, eh bien on va choisir l'espace de jeu qui va correspondre à sa taille. Et ce concept, en gros, détermine la forme. Ici, c'est une table de ping-pong qui est complètement déstructurée et qui devient une canopée, toujours à Nantes. Et voilà le projet qui me tient à cœur et sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, que j'espère qu'il va voir le jour. On a déjà fait une présentation à Shanghai, mais c'était un prototype qui a été démonté plutôt comme une sculpture. Alors voilà, c'est un espace de jeu qui est constitué d'autres espaces de jeu. On voit badminton, le skatepark, le ping-pong, il y a le basket, le foot, enfin bref, cette œuvre se compose de plusieurs espaces de jeu. Les couleurs sont assez importantes là-dedans parce que cette accumulation de couleurs produisent une œuvre qui fait référence à l'œuvre de Mondrian. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ces aplats de couleurs encadrés par des lignes noires et des fonds blancs. Et l'idée, en fait, c'est aussi de répondre à certaines problématiques que pose l'œuvre dans l'espace public. Donc moi, je ne suis pas bien placé pour en parler, mais en fait, ce qui s'avère, c'est que de temps en temps, ou enfin assez souvent, on est confronté à une œuvre d'art et on ne sait pas ce qu'elle vient faire là, en gros. Peut-être que des gens l'ont décidé, des plus qualifiés que vous l'ont décidé à votre place et l'ont mis là. Mais nous, en tant que public, ouais, on est confronté à une œuvre et ça manque de lien. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette œuvre occupe une place. Après, il y a des problématiques à l'espace public qui sont de générer l'espace pour créer des zones d'activité. Ça a été évoqué plus tôt. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer des œuvres, une série d'œuvres, celle-ci serait la première, qui à la fois répond à la contrainte de l'œuvre d'art, c'est-à-dire mettre de l'art dans l'espace public et qui soit perçu en tant qu'art. Donc là, par exemple, on peut percevoir une référence à Mondrian directement, donc on rentre dans la culture de l'art ou dans l'histoire de l'art. Moi, j'arrive en tant qu'artiste et je vais chercher cette notion-là, cette caution-là de peinture abstraite que je réinjecte et un espace de jeu et je mixe les deux et ça forme cette œuvre. Et en plus, ça a le pouvoir d'être un espace attractif, visible rapidement et compréhensible. C'est-à-dire que c'est un espace qui, à la fois, la culture du corps et aussi de l'esprit. Alors après, par rapport à ça, on pourrait concevoir, tiens, Mondrian, ça fonctionne très bien avec des lignes de terrain, mais on pourrait imaginer que, par exemple, des activités sportives liées à l'eau soient plus adaptées à des peintures, par exemple, de Chagall. Et donc, on pourrait imaginer toute une série comme ça de références au monde de l'art et aller chercher des œuvres qui, tantôt, font appel à telle et telle discipline. Et on pourrait avoir un parcours de jeu qui revisiterait aussi bien l'histoire de l'art que les univers du sport. Donc, loin de moi l'idée de chercher ici des promoteurs, mais donc voilà. Je ne sais pas si... Merci beaucoup Laurent et vos projets à chaque fois nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Voilà, je vais vous présenter rapidement. Vous savez que dans un peu plus d'1 an et demi, moins de 2 ans, on va organiser
En France, le plus gros événement au monde, n'est-ce pas, Shems, que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui arrivent une fois tous les 100 ans. Donc, on veut en profiter pour que ça ne soit pas uniquement l'organisation de cet événement, mais qu'on fasse un petit peu plus et qu'on laisse une empreinte, qu'on laisse un vrai héritage en France, à Paris et pas que. Donc on a pour ça en fait imaginé plusieurs outils d'engagement. Moi je m'occupe de la direction de l'engagement. Ma mission c'est d'essayer d'engager la population française et les territoires. Et pour ça on a créé 2 outils. Alors il y a un outil que je ne vais pas vous présenter là qui s'appelle le Club Paris 2024. On est quasiment 1 million de membres aujourd'hui. C'est un espace digital gratuit, etc. pour vivre l'aventure des Jeux et pour être connecté à la billetterie notamment. Là, on va se concentrer sur Terre de Jeux 2024. C'est un label qu'on a créé parce que historiquement, en fait, dans les autres comités d'organisation précédents, les collectivités, les villes, au-delà de la ville hôte, ne pouvaient pas prendre la parole autour des Jeux. C'était réservé uniquement aux partenaires. Donc on a créé ce label pour à la fois faire vivre l'aventure des Jeux sur un territoire, une population donnée un peu longtemps à l'avance, et pas uniquement pendant les 15 jours des Jeux. Dans l'espace, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les Jeux de Paris, évidemment ça va être les Jeux de la Seine-Saint-Denis, mais sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a 6 villes qui vont accueillir aussi d'autres épreuves, notamment le foot, la voile, le surf à Tahiti, etc. Et puis c'est pour tous les publics, donc, et ça c'était complètement clé, donc c'est évidemment pour tous les Français. Donc on a créé ce label. Aujourd'hui il y a un Français sur 2 qui habite dans une ville labellisée Terre de Jeux 2024. Et on a une quinzaine de programmes. Alors ça fait beaucoup, mais en fait nous on a des villes qui sont labellisées, qui font 150 habitants, puis on en a d'autres qui font 10 ou 100 fois plus, ou même beaucoup plus. Et du coup, on a tout un tas de programmes aujourd'hui qu'on leur propose. C'est un peu comme le label Ville Active, ou peut-être que vous connaissez le label Ville Fleurie, qui est un peu plus répandu, puisque ça fait 75 ans qu'il existe, je crois. Donc aujourd'hui, nous, on a créé ce label qui permet de à la fois faire vivre l'aventure des Jeux, ce que je disais, à une population. Donc là, on voit d'être connecté au grand programme des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrive, le programme des volontaires. On va chercher 40 000 volontaires. Le relais de la flamme, puisque vous savez que cette flamme, qui est un symbole fort, va se balader partout dans notre pays. L'Olympiade culturelle, donc il y a un lien très fort. Je crois que Dominique Hervieux est intervenu. Il y a un lien très fort entre art, culture et sport pour Paris 2024. Et puis voilà, il y a tout un tas de programmes comme ça. Donc je vous les passe rapidement pour se concentrer sur le design actif. Pourquoi le design actif pour nous, alors qu'on n'est pas spécialiste à la base de design actif, mais on s'est dit il faut absolument qu'on se serve de cet événement pour changer la place du sport dans ce pays. Changer la place du sport dans ce pays, c'est notre rôle à nous aujourd'hui, et le rôle aussi de l'État et d'un tas d'autres institutions, parce que c'est à la fois pour faire bouger les Français, pour faire rêver, faire vivre des émotions, d'être connectés au jeu, mais c'est aussi pour, et là je vais plomber un peu l'ambiance, mais c'est aussi pour lutter contre la sédentarité qui gagne énormément de terrain. Donc on a un monsieur qui s'appelle Michel Simès dans notre conseil d'administration qui nous aide énormément avec un collectif qui s'appelle le collectif France en forme et qui nous ont aidés dans cette démarche de créer ce guide du design actif pour faire bouger la population de manière simple, ludique, spontanée, où ils sont. Et donc, ils sont où, les Français? Ils sont dans des centres-villes, ils sont aussi dans des écoles, dans des entreprises, etc. Donc, on a déployé, en fait, ce design actif parce qu'aujourd'hui, alors c'est là où je plombe l'ambiance, normalement, il y a un Français sur 2 qui est en situation de surpoids ou d'obésité, un enfant sur 5. C'était des chiffres avant Covid, donc ça coûte juste des milliards à la France aujourd'hui. Une personne en situation d'obésité, c'est 24 000 € par an, donc avec des risques énormes de crise cardiaque, etc. Aujourd'hui, les enfants en 75 ans, pour vous dire, ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. À l'époque, ils couraient un 600 mètres en 3 minutes, aujourd'hui, ils le courent en 4 minutes. C'était les chiffres avant Covid, donc ça s'est accentué après Covid. Donc nous, on s'est dit qu'on avait notre rôle à jouer aussi pour imaginer, entre guillemets, un peu, via Terre de Jeux 2024, la ville sportive de demain, et que ça pouvait aussi passer par le design actif.
Donc on a créé ce guide du design actif où on pourrait vous faire passer, mais il est disponible. Hein. Je crois qu'il est déjà sur notre site internet. Oui, tout à fait. Et il est disponible sur le site internet. On s'est entouré de 14 experts, parce que nous, on n'était pas forcément experts. Donc je vous parlais du collectif France en Forme, mais d'Archi, d'Urba, etc., qui nous ont aidés à publier ce guide avec l'ANCT et avec le programme dans l'ANCT, donc le ministère de la Cohésion des Territoires, qui s'appelle Action Cœur de Ville. On a un programme aussi pour faire bouger, je vous disais, les entreprises. Donc on a lancé ce programme il y a peu de temps. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, c'est un programme qui a été lancé il y a un petit bout de temps maintenant, mais qui a été complètement relayé et amplifié par le président de la République dès la rentrée du mois de septembre pour le rendre beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, on a 12 000 écoles primaires qui jouent le jeu et qui arrivent à faire 30 minutes de sport dans la vie des enfants en primaire. Donc c'est absolument génial parce que le sport en primaire n'existe pas vraiment, donc c'est toujours un petit peu compliqué, et on dit qu'un enfant qui est sédentaire, ça sera malheureusement un adulte sédentaire, c'est un peu la même chose que la cigarette avec les ados, donc c'est assez dramatique. On a créé aussi avec l'ANCT le Club des territoires, donc on a aujourd'hui une 50aine de villes qui ont rejoint ce programme d'Action Cœur de Ville, je vous en parlais rapidement après. Il y a un plan de 5000 équipements, ça c'est absolument génial, qui est créé aujourd'hui et qui a commencé à être développé. Je ne sais plus combien ils en ont créé, déjà 1500 je crois, équipements de proximité. Ce sont des skateparks, j'en voyais tout à l'heure, des pump tracks, des city stades, etc., qui sont déployés par l'Agence nationale du sport aujourd'hui dans des zones prioritaires, mais pas que. Donc ça c'est un programme qui est absolument génial puisque c'est des équipements qui sont en libre service. Et puis le design actif en lien aussi avec eux sur des fédérations, très concrètement. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Et puis une opération avec un partenaire, parce qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y a vraiment des ressources financières qui peuvent être intéressantes et du business, hein, comme on dit, à aller chercher, parce qu'il y a des partenaires, des privés qui sont en train de s'y intéresser. Le guide, je vous en ai parlé rapidement, mais je vous laisserai le découvrir. En fait, il est sur le site du concours Midi Mouse, on l'a déjà Chez vous, mis. super. Donc ça, je le passe. Bougez plus sur son lieu de travail, on a lancé ça effectivement chez Allianz, un de nos partenaires. On a créé pareil un guide pour faire bouger les salariés. Donc au-delà des pratiques assez courantes de cours, de yoga, de ce que vous voulez, parfois il y a même des entreprises qui ont des salles de fitness, on s'est dit qu'il fallait aussi pouvoir les faire bouger de manière plus simple, plus ludique et plus spontanée, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est par exemple prendre les escaliers quand vous rentrez dans votre espace de travail, si c'est possible. Et on sait que prendre les escaliers 7 minutes par jour, ça diminue les risques de crise cardiaque à 10 ans, donc de moitié, donc c'est assez important. Donc on veut faire bouger les salariés, on veut faire bouger tout le monde, vous allez voir. Je ne sais pas si on va y arriver, mais... On veut faire bouger Romain, aussi... vous avez encore quelques minutes parce que c'est formidable. Petit en cours. J'en ai au moins une de trop. On veut faire bouger aussi les écoliers. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc dans les cours d'école, c'est très simple en fait, et c'est ça qui est bien dans le design actif, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place. Donc le club des territoires, aujourd'hui on a les 6 villes pilotes que vous voyez là, dont pleine commune. Et aujourd'hui on a une 50aine de villes qui sont en train en fait d'avoir un accompagnement de la Cité du Design de Saint-Étienne pour imaginer en fait à quoi pourrait ressembler leur plan de design actif dans leur centre-ville. Et là on a inauguré, je reviens en arrière, j'ai le droit de faire ça. On a inauguré, la photo que vous voyez, c'était à Saint-Dizier, le 29 septembre, où Saint-Dizier, à la fois aux abords de l'école, pour éviter que les parents amènent les enfants à l'école en voiture, les 500 derniers mètres sont hyper importants. Ils ont imaginé avec nous, justement, cette zone de design actif, donc ça peut être de la marelle, ça peut être une via ferrata que vous voyez là. C'est hyper simple, franchement, c'est super ludique. On voit les enfants jouer avec les parents en même temps pour aller à l'école. Il y a même des enfants qui courent pour aller à l'école. J'avais jamais vu ça encore. Et puis des zones aussi dans des équipements sportifs de proximité où vous avez tout un cheminement de design actif qui amène en fait gentiment la population au pump track, etc. Ça peut être juste 3 couloirs d'athlée, c'est ce qu'il y avait à Saint-Dizier, 3 couloirs d'athlée par exemple avec un petit chronomètre solaire pour vous inciter à courir, etc. Donc ça fonctionne bien, c'est beaucoup de bon sens.
c'est aussi des choses très belles. On a fait, avec Nicolas Lovera qui est là, on a fait à Pontoise, on a repimpé un skatepark. On en parlait tout à l'heure, j'écoutais l'intervention précédente. On a repimpé un skatepark à Pontoise. C'est vrai qu'un skatepark comme ça, financé par l'ANS, c'était un peu gris. C'était au milieu de la cité, mais c'était un peu gris, c'était pas très attractif. Et avec ce concept-là, on s'aperçoit évidemment que le skatepark est beaucoup plus attractif, que j'entendais aussi l'importance sur les skateparks des images, des vidéos, donc c'est très instagrammable aujourd'hui. Et il y a beaucoup plus de pratiques sur ce genre de terrain de proximité. On est en train de développer aussi avec des fédérations la même chose, avec plusieurs options, mais comment on peut donner envie encore plus en fait, à ces terrains de proximité d'être utilisés avec de la couleur, avec des choses assez malignes. Et puis, je finis sur l'espace gagné du terrain. Aujourd'hui, il y a 4 communes qui en ont bénéficié. Il y en a une douzaine qui arrivent. Ce sont autour des 5000 équipements de proximité. Donc là, c'est avec la Française des Jeux. Et c'est comment on va réussir justement à créer une zone d'échauffement, une zone un peu maligne autour de l'équipement qui est aussi du design actif. J'ai fini, mais j'ai juste une petite conclusion rapide. Ce qu'on s'aperçoit, parce que nous, on n'est pas non plus des spécialistes à la base, donc vous serez sûrement bien meilleurs que nous sur beaucoup d'aspects. Il faut vraiment qu'on arrive à se servir de ce catalyseur que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans 1 an et demi, nous, on n'est plus là. Donc il faut vraiment qu'on marque une empreinte forte. Ces 5000 équipements, c'est une opportunité qui est géniale. Moi, je rêve d'avoir ce code coloriel terre de jeu à peu près partout en France pour dire, tiens, les jeux sont passés par là. Quand je vais à Châteauroux, à Limoges, à Paris, les jeux sont passés par là. C'est quelque chose de très important dans notre quotidien aujourd'hui. Pour conclure, il y avait juste, si je peux faire un petit bilan de ce qu'on vit, nous, au quotidien sur le design actif depuis maintenant 1 année et demie. L'importance aujourd'hui de concerter la population, on le voit, c'est l'échange qu'on a avec les maires, c'est complètement clé d'avoir de la concertation. Aujourd'hui, on n'est pas bon globalement sur les KPI, sur les indicateurs de performance. Est-ce que, une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus utilisé, oui ou non? Comment on mesure? Est-ce que on fait des études terrain, des sondages? Est-ce qu'on s'appuie sur les caméras de sécurité pour voir les flux, sachant qu'il faut respecter la CNIL et la RGPD? Mais il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus, si vous voulez réfléchir à ça aussi. Sur les financements, parce qu'on s'aperçoit que les financements, ils sont un peu partout, ils vont être à la Banque des Territoires, Action Cœur de Ville, etc. Mais chaque projet étant tellement différent que c'est pas si simple aujourd'hui de construire un peu ce financement. On voit aussi qu'il y a d'excellents retours des maires et de la population parce que c'est très esthétique. On peut parler d'art, de végétalisation, l'importance aussi d'être en harmonie avec l'architecture de la ville pour pas faire n'importe quoi, c'est assez clé, donc c'est un peu les retours qu'on a, et puis une créativité qui est assez sympa. Là on est sur un projet avec un créateur de contenu qui s'appelle Céane Garnier, c'est un foot freestyler qui imagine aussi des choses assez sympas comme ça pour faire venir. Donc comment on mélange aussi l'art, le sport et quelque part les réseaux sociaux. On sait que ces outils-là sont hyper attractifs, c'est intergénérationnel, c'est des outils, comme je disais, qui sont en termes de com pour les médias, qui sont top, et qui sont, même d'un point de vue politique, n'est-ce pas, Shems, qui sont importants d'un point de vue politique parce que ça se voit, ça coûte pas très cher, ça peut coûter cher, mais à Biarritz, ils ont mis en place les chemins de la forme, ça leur a coûté moins de 15 000 € pour faire bouger la population. Donc politiquement, je trouve ça assez intéressant. Donc j'en terminerai là-dessus et profitons des jeux. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et on a hâte d'expérimenter toutes ces choses-là dans tout votre immense programme. La bouche sportive, c'est un dispositif qui a été imaginé par l'agence Dominique Perrault dans le cadre de notre travail sur le village olympique et paralympique. Donc je commencerai rapidement quand même par faire un peu le tour de ce travail sur le village olympique qu'on a réalisé et qu'on a débuté au moment de la candidature de Paris pour les Jeux olympiques, donc en 2016, et qui aujourd'hui est en chantier. Ce travail sur le village olympique, ça peut vite. C'est un travail qui était inscrit en histoire, une histoire qui est assez amusante en fait. Les Jeux Olympiques de Paris avaient été en 1924, en 2024, donc 100 ans après. 1924, c'était le premier village olympique, le premier village des athlètes qui était mis à disposition, des athlètes qui à l'époque étaient évidemment beaucoup moins professionnels que maintenant. Bon, c'était une autre époque.
Et c'est un village qui se trouve, alors ça se voit sur la carte, au final pas très loin du village de 2024, c'était à Gennevilliers, et le village de 2024 se trouve principalement à Saint-Denis. Le territoire, et je parlerai beaucoup de territoire, le territoire de Saint-Denis, c'est un territoire qui est en pleine mutation. C'est un territoire, on a fait cette carte, alors on l'a faite en 2019, maintenant j'imagine que beaucoup de choses ont changé, et beaucoup de choses sont peut-être un peu fausses, mais ce qui est important, c'est de démontrer que tous les espaces blancs, tous les espaces indiqués en blanc ici, sont des espaces en mutation. Des projets urbains, des projets, voilà, évidemment les lignes du Grand Paris qui passent par là. Une grande partie du territoire est en train de changer, est en train de finir de changer, de continuer de changer. Et donc c'est donc dans cette mutation que le projet du village olympique s'intègre. C'est une mutation qui s'inscrit aussi sur l'histoire industrielle du site et de Saint-Denis, plus précisément, puisque c'est une grande partie des industries, et aussi en particulier des industries de production d'électricité de Paris étaient situées à cet endroit. On voit là, en fait, le site du village olympique 2024 était le site des usines qui alimentaient le métro parisien, des usines électriques, pardon, de production d'électricité. Donc on voit cette histoire qui aujourd'hui, alors là c'était avant les travaux, maintenant un peu plus de grue, mais qui en tout cas est toujours marqué sur le territoire et sur lequel on s'était un peu basé pour produire le projet du village olympique, donc avec ces grandes axologies, ces grands axes de travail, le rapport à la Seine, le rapport aux berges, le rapport au site évidemment je viens de le dire, et la Cité du cinéma qui s'y trouve. Je passe assez vite parce que ce n'est pas forcément le sujet. Donc, le projet du village olympique, je vous le montre ici, c'est un projet qui s'était basé sur ce qu'on allait laisser en héritage. C'est en fait notre mission portait même sur l'héritage et le quartier en héritage qui, en fait, est rétrofité pour pouvoir accueillir les athlètes pendant un été. C'est une sorte de grand Airbnb pendant l'été 2024 et après ça devient les bâtiments et le quartier de ville que ça doit être et qu'on doit évidemment réaliser pour que ce ne soit pas un village olympique qui, comme d'autres exemples un peu moins fameux, est devenu une sorte de zone un peu morte et qui est démolie et reconstruite 10 ans plus tard. On voit ici le projet pendant les Jeux, alors avec des intentions sur la scène un peu ambitieuses, mais qui correspond en fait à ce moment un peu festif, un peu sportif, et qui devient ensuite un quartier de ville. Et nécessairement, quand on travaille sur ce genre de projet, ce genre de situation, sur des quartiers de ville, se poser la question de, bon, très bien, qu'est-ce qui se passe autour ? Comment est-ce qu'on peut un peu sortir des murs de ce projet ? Quel est le contexte urbain ? Et ce contexte, il est marqué par le sport. Il est marqué par le centre aquatique olympique, qui n'est pas très loin. Il est marqué par le Stade de France, qui n'est pas très loin non plus. Et donc, on a dessiné cette carte qui est très simple, qui oublie beaucoup de choses, mais qui montre la prémisse d'une boucle, qui va devenir notre projet de boucle sportive, de boucle qui relie le village olympique, des installations sportives de la ville, des installations sportives à l'échelle métropolitaine, à l'échelle internationale avec le Stade de France. Et donc cette boucle et ce petit dessin nous a mené à une étude qui a décliné ce concept de boucle sportive sur le territoire, donc de pleine commune, donc le territoire de Saint-Denis de toute façon, sur cet exemple. Et alors, oui. Et ça devient quoi ? Ça devient ça. Ça, c'est un parcours urbain, donc c'est un parcours sportif, un parcours sur lequel on peut courir, enfin c'est très simple, hein, c'est jamais qu'un parcours sportif avec des agrès, des arrêts, qu'on verrait un peu plus loin, des totems qui permettent de s'arrêter, de faire une pratique sportive. On a vu plein d'exemples de ce que pourraient être des pratiques sportives en ville, ce que pourraient être des totems de cette boucle. Et cette boucle qui bouclerait de l'île Saint-Denis jusqu'au Stade de France, avec des distances et des durées qui pourraient être adaptées, évidemment, à la pratique sportive de chacun. Celle-ci fait, si je ne me trompe pas, 10 km. Et on pourrait imaginer des branchements qui permettraient de s'arrêter plus tôt. Cette boucle, elle a un intérêt évidemment sportif, mais elle a aussi un intérêt urbain dans le développement de la ville. On est sur un territoire qui est marqué par de grandes infrastructures. Alors, on ne la voit pas, mais il y a l'autoroute, il y a les rails qui montent aussi, de grandes allées qui sont assez passantes et qui peuvent créer des formes de rupture du tissu urbain. Et c'est notre avis et c'est notre intention, c'est que cette boucle et ce type d'approche du sport en ville répare aussi là où la ville peut avoir des défauts. Là où il peut y avoir des difficultés, ce qu'on a identifié avec des points rouges, des petits points durs sur nos cartes,
qui pourraient être traités par le thème et au travers d'installations sportives. Évidemment, avec une qualité environnementale qui est nécessaire et de toute façon qui nous permet aussi d'approcher le confort en ville, d'autant plus si on y fait du sport, on aime bien qu'il ne fasse pas 45 degrés au sol. Donc voilà, on a imaginé différents types de boucles. Je vais passer un peu vite parce que je ne dois pas me rester beaucoup de temps, mais donc des boucles qui font entre 3 et 10 km, avec une boucle verte 3 km, une boucle bleue à 6, la grande boucle rouge à 10, et à chaque arrêt, là, plutôt sur la droite, des totems avec des usages sportifs. Bon, on fait quelques petits montages, voilà, qui sont avec des choses qui sont beaucoup moins belles et beaucoup moins intéressantes que ce qu'on a pu voir avant, mais qui permettent de comprendre ce qu'on fait et ce dont on parle. Donc simplement des usages sportifs en ville et un passage, identifier en ville ce passage des sportifs. On a fait l'exercice même de prendre tous les sports olympiques, une partie des sports paralympiques, et d'essayer de les positionner, de les intégrer sur cette boucle de manière à ce qu'ils puissent être en héritage de ce que vont être les Jeux Olympiques sur ce territoire. Du coup, je conclurai très vite en disant qu'on n'a pas fait ça que à Saint-Denis, en tout cas on l'a pas projeté qu'à Saint-Denis, mais aussi pour une étude pour les 24 heures du Mans, sur laquelle on a proposé quelque chose d'assez similaire, sur un site un peu plus grand, puisqu'il s'agit de la grande boucle des voitures, enfin que font les voitures pendant les 24 heures du Mans. Donc voilà, avec une texture et un type de visuel un peu différent, mais toujours cette idée de s'arrêter, de créer des positions sur la boucle, dans laquelle la population puisse faire du sport. Et d'une certaine manière, pour ces grands ouvrages internationaux, les 24 heures du Mans, c'est un concours international, c'est faire revenir aussi les habitants du territoire sur le site, sur un site qui quelquefois leur échappe un peu parce qu'il est d'une dimension telle qui leur échappe, et au travers du sport. Donc voilà, et on a fait un travail aussi similaire pour la municipalité de Berlin, là beaucoup plus urbain évidemment, et je pense que je conclurai là-dessus. Et celle de Saint-Denis sera la plus belle. Évidemment. C'est sûr. Merci beaucoup. Je passe la parole à Shems El Khalfaoui, adjoint au maire et chargé notamment des sports et JOP. Et je le remercie vraiment sincèrement pour son soutien immense à cette édition de Minnie Mouse 9. Je vous dis simplement à tous les participants qui participent au concours, si on réalise le prototype à l'échelle 1 qui va circuler dans Saint-Denis, c'est vraiment grâce à Shems et je t'en remercie infiniment. Merci. Alors, j'ai fait un choix, vous savez, il y avait plusieurs possibilités. Hein. Le directeur de cabinet adjoint de Mathieu Hanotin est dans la salle, j'avais deux choix. J'avais le choix qu'on me prépare un discours très institutionnel et puis que je vous raconte un peu ce qu'on raconte généralement quand on fait de la politique comme moi. Et puis après, je me suis dit que tellement que ce projet tenait à cœur à la ville, hein, à Plaine Commune et puis à la Seine-Saint-Denis en général, parce que ça va nous laisser un héritage important. Comme je connais aussi Fiona et son engagement personnel, et que j'ai vu, entre autres, la directrice, tous les étudiants, tout le monde qui était enthousiasmé par ça, je me suis dit que je vais faire plutôt un truc très personnel, parce que je suis né à Saint-Denis, mes parents sont arrivés en Seine-Saint-Denis en 1968, donc ce territoire, je le connais par cœur, et les mutations de ce territoire, je les vis au quotidien maintenant en tant qu'élu. Donc je voulais partager ce moment avec vous, parce qu'il y a un lien tout à fait particulier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je voulais quand même commencer par un point de situation, c'est-à-dire que avant de parler de nos orientations sportives et comment on veut changer la ville avec le sport, il faut quand même qu'on sache d'où on vient et où on veut aller. Aujourd'hui, dans ce point de situation, il faut juste imaginer que Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis, dans l'histoire, la plupart des grands ensembles, comme vous devez le savoir, se sont faits à la fin des années 60 et d'ailleurs ça continue encore un petit peu, mais la plupart des grands ensembles se sont faits pendant cette période-là. Pendant cette période-là, le sport, c'était pas un sujet. Hein, faut qu'on se mette bien d'accord. Le sujet, c'était quoi? C'était que nos parents, ils devaient aller travailler dans les usines, comme tous et c'est pas spécialement, et je veux surtout pas placer ça sur le côté immigration, parce que c'était tous les parents des classes populaires, hein, peu importe ils viennent d'où, mais c'était le sujet, c'était pas loin des gares, pas loin des routes, si possible, ils dorment, ils vont au travail, et il faut que ça aille vite. Donc voilà, c'était ça la commande à l'époque. Par rapport à cette commande-là, on était quand même dans un héritage
gris, parce que j'ai entendu beaucoup de gris tout à l'heure. Effectivement, c'est très gris. C'était un héritage aussi qui était massif, et c'était un héritage où les espaces publics n'étaient pas dédiés, pas du tout dédiés à la pratique sportive ou à la pratique culturelle. Les espaces, ils étaient plutôt sur des parkings, parce qu'il fallait garer les voitures. Il n'y avait pas encore les grandes gares, il n'y avait pas encore le métro, il n'y avait pas encore la RATP qui avait autant de lignes de bus en banlieue. Donc c'était voiture, voiture, dormir, dormir, travail, travail. Voilà, c'était un peu notre quotidien. Le sport, à l'époque, j'ai commencé comme ça, c'était dans des COSEC, des gymnases qui étaient en tôle. Il faisait froid, il faisait chaud en été, il faisait froid en hiver, qui n'était pas joli, mais on n'avait que ça et on devait faire avec ça. Les espaces extérieurs, pareil, ils étaient très genrés. Hein. C'était le terrain de foot pour les garçons, et puis les filles, on ne les voyait pas sur l'espace public déjà à cette époque-là. Hein. Donc ça, pour vous dire qu'il y a une histoire, et que cette histoire, il faut faire avec. Le sport pour toutes et pour tous, pas un sujet non plus. Les personnes en situation de handicap, sur l'espace public, c'était nowhere, parce que c'était pas prévu, on pouvait pas s'en occuper. Moi, je me rappelle très bien, à cette époque-là, j'habitais à Pierrefitte-sur-Seine, juste à côté de Saint-Denis. J'avais un voisin qui était en situation de handicap, et ben on le portait. Hein. On le portait pour aller à l'école, parce qu'il y avait des escaliers, et voilà. Et c'est des images qui m'ont marqué toute ma vie, qui me marquent encore. Donc, les espaces publics qui n'étaient pas prévus pour cette activité sportive fait qu'on a créé une génération de non-sportifs. C'est-à-dire qu'on avait prévu que les gens faisaient que du sport en club. À l'époque, c'était la Fédération sportive gymnique du travail, ça s'appelait la FSGT, c'était le sport. Quand tu étais à l'usine, tu avais le sport à côté. Mais on va aussi, là, en parler un petit peu, l'immigration importante qu'il y a eu en Seine-Saint-Denis, parce qu'on était un territoire servant de Paris, donc il fallait que, et on habitait en Seine-Saint-Denis, mais on travaille dans les grandes usines, à Aulnay, on travaille à Boulogne-Billancourt, à Renault. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'immigration, c'est super intéressant, mais je pense que ce n'est pas le lieu. Mais fait que nos parents ne faisaient pas de sport. La génération actuelle Seine-Saint-Denis, nos parents ne faisaient pas de sport. Pourquoi ? Parce que nos parents, ils venaient ou d'Afrique subsaharienne, ou du Maghreb, ou de l'Europe du Sud, beaucoup Portugal, l'Italie, mais c'était pas des sportifs qui étaient sur les côtes, c'était des gens qui venaient du milieu agricole, parce que le milieu agricole était très dur, ils sont venus en France pour travailler quand la France avait besoin de main-d'œuvre. Donc culturellement, ils faisaient pas de sport. Et comme les espaces publics, il n'y avait pas de sport, ils ne nous ont pas éduqués pour aller faire du sport dans l'espace public. Donc tout ça fait que on s'est retrouvés dans cette situation, et ça c'est quand même le point de départ. J'aime bien que les histoires soient bien racontées, et ça c'est le point de départ. Comment nous, on a imaginé à notre arrivée, en tout cas l'équipe de M. Hanotin, comment on a imaginé que le sport dans notre territoire doit être pour toutes et pour tous, on s'est posé la question, quel genre de sport ? Le sport encadré, le sport sur l'espace public, le sport du quotidien. J'aime bien dire cette phrase que je dis souvent à mes voisins dans notre chemin de vie. Moi, j'ai un chemin de vie. J'habite 30 boulevard de la Libération, et d'ailleurs, ici, il y a des voisins à moi. Et ben, quand je vais à l'école le matin, quand je vais jusqu'au métro de la ligne 13, ben, ça me ferait quand même plaisir, on parlait de 30 minutes de sport par jour, que je fasse un peu de sport, un peu de dénivelé, un peu de quelque chose. Voilà. Ben non, pour l'instant, ça n'existe pas encore, on va y arriver. Mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit. Après, on a le sport pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, sur l'espace public, tu es une fille à Saint-Denis, et c'est pas grave de le dire, hein, c'est pas iTélé ou plutôt BFM TV va pas reprendre ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est très difficile pour une fille aujourd'hui en Seine-Saint-Denis en général d'aller sur un terrain de jeu de proximité parce qu'il est genré, parce que c'est pour le foot, parce qu'ils vont que jouer au foot entre garçons, ils vont pas lui laisser la place. Tu es en situation de handicap, alors là c'est encore plus difficile. Et alors et heureusement que ça s'est libéré. Et si tu es du troisième sexe ou tu es, peu importe, de la communauté LGBT, alors là, le sport, c'est pas du tout ton sujet en Seine-Saint-Denis. Et c'est une grosse difficulté sur laquelle aussi on souhaite apporter des réponses. Alors on s'est dit comment on va essayer de changer tout ça. On s'est posé plusieurs questions. Est-ce qu'on allait le faire ? Ça a été très bien dit avec les habitants. Ou est-ce qu'on doit se dire, oh, on n'est pas bon en Seine-Saint-Denis ? Bah, on s'est dit, c'est un peu des deux. Tout à l'heure, j'ai entendu une phrase qui m'a aussi touché, c'est de me dire « Ouais, on est un peu en retard ». Ah non, on n'est pas en retard. Il n'y a pas de sujet de retard. J'ai la chance de voyager aussi un petit peu. Quand je vais dans des villes, tu vas en Asie, mais c'est des villes qui sont très récentes. C'est-à-dire que c'est des villes qui ont 20, 30 ans, où ils ont fait un boom. Nous, c'est des vieilles villes. Saint-Denis, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la ville de Saint-Denis, ville médiévale, mais elle est construite autour de la basilique. On a tourné le dos à la Seine parce qu'on avait une basilique et parce que voilà, il y avait des... Donc, on n'est pas en retard. On est juste en mutation.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a été très bon pendant un moment pour parquer les gens et pour construire. Là, maintenant, aujourd'hui, on se dit, on va mettre des gens pour qu'ils vivent, pour qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent de la culture, et qu'ils travaillent quand même. Hein. Mais on peut faire les deux ensemble. En Asie, ou même d'ailleurs en Afrique, sur certains pays, aux États-Unis, il y a des villes qui sont très récentes, donc qui sont transformées sur d'autres modèles. Donc la comparaison, on peut pas spécialement la faire. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment développer cette histoire de chemin de vie. Comment la maman, le papa, le petit garçon, situation de handicap ou pas, il sort de chez lui, il va à la gare, il va à l'école, il va faire ses courses, il se rend pas compte, mais il fait du sport. C'est le défi qu'on s'est lancé sur les 15 prochaines années, parce qu'on va pas le faire du jour au lendemain. Il y a un vrai sujet urbain, donc c'est un travail qu'on va essayer de mener de front. On a aussi le sujet du vélo, parce que le vélo... en Seine-Saint-Denis, c'est quand même aussi un petit sujet. Hein. Les coronapistes, comme on a appelé ça vulgairement, mais bon, je veux dire, du côté très positif, très négatif du Covid, on a eu ce petit truc-là, c'est que le département de la Seine-Saint-Denis a lourdement investi avec Pleine Commune sur les coronapistes, maintenant qu'ils sont en train de s'arranger. Mais faire du vélo en Seine-Saint-Denis, c'est un défi. C'est un défi du quotidien, et ça je peux vous le dire parce que j'en fais un petit peu. Donc parce que les gens n'ont pas l'habitude, c'est pas dans leur culture, et il y a plein de gens qui savent pas faire de vélo. Donc j'en profite pour faire une passe décisive à Romain avec qui on travaille beaucoup. C'est qu'heureusement qu'il y a un fonds de dotation qui s'appelle Impact 24 et qui a permis, c'est Paris 24 qui a lancé ça, et qui a permis à Pleine Commune, à la ville de Saint-Denis et aux 9 villes du territoire de faire un projet dans les quartiers populaires. J'aime bien dire populaire, pas dans les cités, dans les quartiers populaires, parce que c'est très mixte, et qu'à l'intérieur, actuellement, on apprend à pédaler aux mamans, aux papas. Ma propre mère va le faire à Pierrefitte, elle a 72 ans, elle ne sait pas faire de vélo, donc pour vous dire que voilà, parce qu'elle n'a pas appris à faire du vélo avant. Donc voilà, on essaye. On a des bons partenariats avec Paris 24 et on essaye de démocratiser ce vélo pour que le vélo devienne aussi un outil pour se déplacer dans la mobilité douce, mais aussi un outil pour faire du sport. Parce qu'au niveau cardiovasculaire, je ne vais pas vous faire les chiffres sur les femmes de plus de 50 ans et les problèmes cardiovasculaires, c'est aussi un sujet de politique publique important pour nous. Saint-Denis, ça a été très bien dit, c'est les transformations urbaines sans précédent. J'habite à Pleyel, le plus grand chantier d'Europe. J'ai la chance d'avoir, comme je dis souvent, j'ai pas de forêt, j'ai des grues, j'ai une forêt de grues. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai une forêt de grues. Bon, c'est super impressionnant. Mais moi, ce territoire, je le connais. Il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était les endroits où on allait mettre de la musique, on se cachait, on allait taguer, on allait faire voilà, ce genre de choses. Mais c'était très pollué. Les Jeux Olympiques et Paralympiques font que j'ai assisté à ça. On a creusé à plus de 30 mètres de profondeur pour dépolluer toutes ces zones-là. Et le village olympique, que vous avez vu tout à l'heure dans les slides, va nous permettre aussi d'avoir un nouveau quartier qui se raccroche à toutes les fractures urbaines qui ont été citées et qui sont d'ailleurs très justes. Le plus grand chantier d'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en mutation. Si on est en mutation, ça veut dire qu'il y a des défis à relever. Et les défis à relever, ça va être entre autres de comment rendre la ville plus douce, pacifiée et plus sportive. Pour ça, on va avoir besoin, je suis très content d'être venu aujourd'hui parce que ça m'a donné plein d'idées, ça m'a donné aussi des perspectives qu'on pourra avoir ensemble. Et dans tout ça aussi, notre gros sujet, c'est les habitants. Les habitants, on ne veut pas les violenter, on ne veut pas les stresser, mais pour eux, c'est nouveau. Vous savez, quand tu vas dans un quartier de Saint-Denis, tu leur dis « ouais, demain, je vais te faire un design actif ». Et ouais, mais Shems, design actif, c'est fait pourquoi ? Il est là, la vraie question, elle est là. Et c'est le vrai défi qu'en tout cas, nous, dans nos commandes publiques et en tant que décisionnaires, donneurs d'ordre, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est que le design actif, oui, mais un design actif utile. Un design actif je vais être un peu dur là, mais je le pense vraiment, un design actif qui ne sert pas juste à se faire plaisir, mais c'est un design actif qui va être vraiment utile, qui va être utilisé par les habitants dans la quotidienneté. C'est-à-dire si c'est pour faire une œuvre d'art, oui, on en fera parce que l'art c'est important. Et d'ailleurs c'est une des orientations de Mathieu Hanotin, le président maire de Pleine Commune, c'est qu'il y a le 1% culturel que vous connaissez à chaque fois qu'on a un promoteur. Là on est en train de travailler sur le 1% sportif qu'on veut mettre sur le design actif. On veut imposer ça. On le propose, on va le pousser au plus haut niveau gouvernemental. C'est qu'aujourd'hui c'est bien le 1% culturel, mais le 1% sportif et si possible art et sport, c'est encore mieux. Donc c'est sur l'échelle sur lequel on va aller. Après, pour finir, parce que pour pas être trop dans l'incantation, c'est aussi quelque chose que je pense vraiment. C'est que chaque territoire a une histoire.
Chaque territoire a une histoire. La nôtre, en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis en particulier, c'est une histoire qui est migratoire. C'est une histoire qui est grise, parce que c'est vrai que c'est très gris la Seine-Saint-Denis. Mais c'est aussi une histoire avec beaucoup de valeurs sociales, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup d'énergie. C'est ce qui fait qu'on a réussi pendant toutes ces années, pendant un demi-siècle, à être quand même un point culturel important, un point de réflexion important et un point de perspective. Et d'ailleurs, j'en profite ici à Paris, parce qu'on est à Paris, il faut quand même rendre à César ce qu'est à César. Les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques et paralympiques en Seine-Saint-Denis, c'est Madame Hidalgo. Qu'on le veuille ou non, pour ceux qui, voilà, qu'on lit des choses dans la presse, c'est quand même Anne Hidalgo qui a fait le choix de mettre le doigt sur dire Seine-Saint-Denis, et voilà. Et ça, faut quand même lui rendre hommage pour ça. Nous, on souhaite raconter une histoire, une nouvelle histoire, grâce aux Jeux olympiques et paralympiques. Nos transformations urbaines sont sans précédent. Et si on n'utilise pas ce moment-là bien précis pour changer l'image de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas une mauvaise image, c'est une image d'un territoire jeune, novateur. Nous, on veut plutôt le rendre le territoire où tout se passe, le territoire où tout est possible. Et ça va être nos enjeux dans les années à venir. On a aussi une histoire colorée, parce que notre population, comme vous le savez, est très colorée, la plus jeune de France, ou qui a le plus de nationalités. Et ben, on veut aussi que cette histoire elle soit sportive. Comme on dit, le 9-3, souvent, c'est le premier territoire de France de talent sportif. C'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis, au niveau mondial, c'est nous qui avons le plus produit de sportifs de très haut niveau. C'est les chiffres, c'est pas pour me faire plaisir, mais c'est le cas. Mais au même moment, on est le territoire où on a le moins d'installations sportives. On est le territoire où il y a le moins de piscines, moins de gymnases, et on arrive quand même à produire des super talents de la NBA jusqu'à Mbappé, voilà, on est les champions du monde, toutes catégories de production de champions, de championnes et de champions. Cette histoire urbaine, désormais, on la souhaite concerter avec nos habitants, car c'est notre premier trésor. C'est ça la richesse de la Seine-Saint-Denis, c'est ses habitants et cette capacité de résilience. Et pour le reste, pour les sujets urbains et pour les sujets de design actif qui sont aujourd'hui autour de ça, en toute sincérité, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Fiona a mes coordonnées, tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui veulent innover, tous ceux qui veulent réfléchir, avec notre partenaire entre autres Paris 24, avec la Solidéo, la maîtrise d'ouvrage du village olympique, avec les partenaires. Je travaille déjà avec Playgo. Nous, on a acheté une piste de pump track qui va être au Stade de France sur le Parvis dans quelques jours parce qu'on va faire un event là-bas. Donc voilà, on est à votre disposition pour rêver avec vous. Et encore merci pour cette invitation. Merci Shems. Notre public va surtout travailler sur le concours Minnie Mouse 9, donc les écoles de France. Donc je vais représenter ce qu'est Minnie Mouse 9. Mais pour ce concours, il nous a semblé très important que les personnes qui veulent aller utiliser cette mini fan zone nomade, qui est l'acteur qui va l'occuper. Donc j'invite Mounir Menoul, président de Dessine-moi 24, qui est basé à Saint-Denis, quartier Pleyel. Il va présenter son association, car c'est lui, une fois qu'on aura réalisé cette mini-fan zone nomade, c'est son association qui va l'utiliser, la déplacer, parce que dans ces quartiers, on ne peut pas tomber du ciel et y aller. Il faut connaître les habitants, surtout dans les quartiers, dans les zones un peu compliquées, un peu éloignées. Il faut savoir parler aux habitants. Et donc, c'est Dessine-moi 24 qui nous a aidés à programmer ce qui va se faire. Je vais le présenter après. Mais Mounir, je te demande juste de présenter ton association, s'il te plaît. Merci Fiona, merci à tous. Merci à la ville de Saint-Denis de nous faire confiance pour cette lourde tâche. Mais à la fois, c'est tellement excitant de mettre en avant un design actif qui peut bouger de ville en ville. Donc, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Shems. Je pense que moi, avant d'être une association, on est quand même une parole d'habitants. Donc, la parole d'habitants, c'est le lien avec les habitants, c'est aussi le lien avec la ville, c'est aussi le lien avec d'autres associations et des partenaires. Donc, moi, ce que je voulais revenir, parce qu'on a parlé beaucoup de rapprocher l'architecture des citoyens, de terrain de jeu. On a parlé aussi d'appropriation ou de partage. Je pense que la parole des habitants est importante. Souvent, les architectes ou ceux qui construisent, je mets personne en vue, mais si on voit le futur village olympique, il s'est construit,
mais c'est important de prendre la parole des habitants. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont aussi les usagers de demain. C'est aussi la parole des enfants, parce que je pense que lorsqu'on parle de design actif, on doit aussi parler à des enfants pour savoir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important de le mettre, je parle aux architectes de demain, de vraiment de l'intégrer, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on intègre un projet, on doit aussi intégrer les désirata de chacun. Autre chose aussi, dernièrement, c'est qu'on parle souvent de noirs, d'arabes. On parle beaucoup aussi de gros, de petits, d'obésité. Mais je pense qu'on est tous d'artistes ou de sportifs. Mais on est tous soit artistes, soit sportifs, soit ce qu'on veut. Et ça, c'est important de le signaler parce que ce que je pense, c'est que nous, au niveau de notre association, on a tendance à aller chercher des personnes qui ne font pas forcément de sport, qui ne sont pas inscrits à des clubs de sport ou qui ne sont pas du tout dans des clubs ou dans des salles qu'on voit aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut aussi accepter vraiment tout le monde et aussi faire des choses avec eux. Et l'avantage des JO, et aussi grâce à la ville, ça nous a permis de développer, de faire découvrir d'autres sports comme le ping-pong, le tennis de table. Et j'en parle avec, je voudrais bien voir Laurent parce qu'on va mettre en place un stage de tennis de table au collège d'Oramar. Et c'est vrai qu'associer l'art et le sport, je pense que ça peut être formidable parce que ceux qui ne font pas de sport au quotidien sont aussi des artistes. Donc j'avais fait un petit discours, si j'ai 5 minutes pour le présenter. Alors ce discours, en partant en 1896, lors des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, Alfred Ajos, si vous connaissez, qui est né Gutmann, c'était un jeune nageur hongrois. Ce jeune nageur remporte la médaille d'or aux 100 mètres nage libre. Il réussit même un incroyable doublé en décrochant le 1200 mètres. Quand on l'interroge sur son intérêt pour la natation, il répond que c'est en hommage à son père mort noyé dans le Danube qu'il décide de prendre ce nom. 28 ans plus tard, lors des Jeux de 1924 à Paris, Alfred Ajos remporte une nouvelle médaille olympique en argent cette fois-ci. Mais vous savez dans quelle discipline celle-ci? C'est l'architecture. Parce qu'il y avait l'architecture pendant les Jeux modernes lors des Jeux de 1924. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif de cette histoire est double. À savoir que d'abord, elle me permet de vous parler de notre association Dessine-moi 2024, qui est d'abord une association d'éducation aux médias et aux valeurs olympiques. Dans ce cadre, nous permettons à des jeunes dionysiens de découvrir les grandes et aussi les petites histoires humaines d'athlètes qui ont concouru pour les Jeux olympiques. Et il faut savoir que Pierre de Coubertin aussi avait eu un titre en 1924 pour de la littérature. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien humblement, à mon niveau, je voulais savoir que le sport, à travers ses valeurs de l'olympisme, construit l'individu. Et enfin, elle est un lien formidable entre les disciplines sportives à l'effet temporaire en tout ce qui va de jouer et de construire autour de cette manifestation festive et universelle dont devront profiter les habitants de Saint-Denis et du Grand Paris une fois la flamme éteinte. Et ce challenge, c'est à vous, étudiants d'architecture, de le relever. L'idée d'une fan zone nomade est extraordinaire dans son idée de mobilité, d'aller vers l'autre dans toutes ces villes de pleine commune. Imaginez encore des parcours pour piétons et cyclistes, des parcours de sport-santé, les plus accessibles possibles pour des milieux populaires, est un autre défi d'importance afin de pouvoir impulser véritablement l'envie de bouger des habitants de Saint-Denis et de donner une longue vie à tous ces ouvrages construits après les JOP. Un défi qu'aurait adoré aussi Alfred Ajos. Merci Mounir. Donc je vais revenir sur le sujet du concours Minnie Mouse. Donc pour vivre les Jeux, il faut pouvoir les voir, aller au stade, pour les plus chanceux qui peuvent acheter des places, aller dans les grandes rencontres collectives que sont les fan zones, ou à plus petite échelle, se retrouver au café. Pour la majorité des personnes, c'est tout simplement chez soi. Et cela ne favorise pas la rencontre et l'échange, de vivre ensemble cette grande fête du sport. Minnie Mouse 9, avec son intitulé 2024, les Jeux en ville,
Concevoir une mini-fan zone nomade contribue à la réflexion comment créer des lieux conviviaux et familiaux dans les zones les plus éloignées des Jeux Olympiques, dans les quartiers sensibles. Comment faire que la jeunesse des cités soit inclue dans cette grande fête mondiale du sport dans les territoires? Comment encourager à l'activité physique par le sport? Le concours lance le défi d'imaginer des micro-architectures de proximité, sorte de mini-fan zone nomade à destination des cités sensibles du 93 et en particulier l'agglomération de Plaine Commune pour la participation inclusive de leurs habitants aux Jeux Olympiques. Face aux grandes installations du programme Paris 24, Minnie Mouse propose de réfléchir sur le petit, le proche et l'accessible afin de faire profiter à tous les bienfaits du sport dans les zones les plus enclavées et éloignées de tout. Il sera en quelque sorte un nudge, c'est-à-dire un coup de pouce, un des outils du design actif dont l'objectif est d'encourager l'activité physique et la pratique sportive. Le programme a été conçu avec l'association Dessine-moi 24, donc n'est pas hors sol. Donc je vais vous présenter par un cahier de dessin qui a été réalisé par Marina Ricci, vous réexpliquer le principe, mais avant cela, je voulais vous montrer un exemple d'un des lauréats de Minnie Mouse 7 qui portait sur la fracture numérique, un des projets préférés du président du jury qui était Jean Blaise à l'époque. On a beaucoup parlé du voyage à Nantes. Et donc, on va vous montrer une vidéo de la caravane d'Irma. Donc, c'est un des lauréats parce que on reçoit en général 300 projets, il y en a 32 sélectionnés et les sélectionnés doivent faire des petits films. De Servane Martin, Nicolas Boulden, Clément Vrier de l'école Boulle, qui ont été lauréats de Minnie Mouse 7. Donc le thème, comme je vous ai dit, c'était de lutter contre la fracture numérique et donc d'aller aux proches des quartiers. Et voici leurs réponses. Ça peut vous donner des pistes pour vos projets. Est-ce que vous pouvez mettre la vidéo, s'il vous plaît? Elle dure 2 minutes. Donc voilà, je vais mettre mon petit cahier. Donc c'est un petit cahier des charges dessiné. Vous avez le texte du cahier des charges écrit sur le site et on va vous mettre ce petit cahier dessiné. Je pense qu'il vous donnera bien l'entrée de ce qu'on attend du concours. Donc vous allez partir d'un châssis de 2,15 m et de 5,6 m de long et la charge doit être de 2970 kg maximum. Il faut que les matériaux soient souples, légers et éco-pensés. Cette mini-fan zone nomade doit déambuler. Comme j'ai écrit sur le site, il faut que quand il arrive, ça soit comme un spectacle. Donc pensez aux arts de la rue. Il faut que ça se crée un événement.
Et ce qui est très important, ce qui montrait la vidéo, c'est la question du déploiement. C'est-à-dire qu'il arrive en compact, mais il se déploie dans l'espace public. Et n'oubliez pas la notion jour-nuit. Dans cette mini fan zone, vous allez trouver donc tous les éléments d'une fan zone. Donc vous allez avoir un espace d'accueil et d'information. Vous allez avoir un espace de convivialité, donc un petit café, une mini cafétéria. Je souhaiterais que vous y mettiez des toilettes sèches et des espaces pour chiller. Un espace de projection pour voir les Jeux Olympiques dans le quartier ou d'autres événements comme dans les fan zones. Il y a Grand Corps Malade, il y a des gens qui chantent, donc il faudra qu'il y ait un espace de spectacle qui soit lié à notre mini fan zone. Ensuite, il faut qu'il y ait un dispositif, quand ça se déploie, d'exposition et de ressources. Donc, il y aura des expositions que Mounir souhaite présenter, il y aura des bouquins, et il y aura peut-être aussi des objets de sport à emprunter. Mounir tenait absolument à ce que dans la mini fan zone, il y ait un studio de diffusion et de création pour que les jeunes avec qui il travaillera dans les quartiers puissent faire micro-trottoirs et ateliers médias. Bien sûr, quand vous vous installez, tout le principe de ce colloque, c'était de vous donner des idées sur faire du sport. Donc il va falloir que vous mettiez des objets qu'on puisse sortir, tracer des choses au sol, peut-être avoir des masques où on apprend des sports qu'on ne connaît pas dans ces quartiers, peut-être des applications où on apprend à lancer du javelot, par exemple. Donc voilà, ou détourner du mobilier urbain. Voilà, et donc, je termine par cette slide. 1, 2, 3 partez. La deadline des rendus, c'est le 12 janvier. À la Cité de l'Architecture, on doit recevoir vos books. Pour la phase 1, c'est 1 place du Trocadéro, avant 16h. Et je vous souhaite bonne chance à tous.